Et sur ce deuxième temps, nous allons aborder la question des isolants biosourcés, puisqu'on est dans le domaine de l'éco-construction. Alors, les isolants biosourcés sont censés remplacer les isolants conventionnels. Euh, Isolants biosourcés, on parle d'isolants, hein, donc ce sont ces matériaux poreux qu'on va utiliser, qui sont d'origine végétale, animale, et qu'on va placer à différents stades des parties constructives. D'une manière générale, ils vont nous servir en tant que ressorts. En acoustique, on appelle ça des matériaux ressorts. Dans un système bien connu, qui est le système masse-ressort-masse, qui est le système de base de l'isolation acoustique, les isolants vont intervenir comme matériaux ressorts. Ici, on voit par exemple une cloison avec un AGPAN, une ossature bois remplie d'un matériau ressort et deux OSB de l'autre côté. La question qui s'est posée pendant longtemps, que sont ces matériaux biosourcés? C'est la fibre de bois, la laine de bois, le chanvre, le lin, la laine de mouton, les textiles recyclés. Voilà, il y a toute une gamme de matériaux, mais pendant longtemps, on s'est posé la question de savoir si ces matériaux étaient performants. Et on entendait assez fréquemment des remarques qui disaient que la laine de verre, la laine de roche, au moins on sait où on va. Avec les biosourcés, on ne sait pas où on va. Donc, difficile de les mettre en œuvre parce qu'on ne connaît pas leur performance. Ça, c'était vrai avant. Mais depuis, le CSTB a eu la très bonne idée de réaliser des expérimentations et de comparer dans des modes, dans des cloisons, dans des modes constructifs identiques, les biosourcés aux matériaux conventionnels. On voit par exemple sur la courbe de gauche qu'il s'agit d'une cloison, la cloison basique, ossature de métal de 48 mm avec une BA13 plaque de plâtre de chaque côté. Et on a rempli l'espace d'un matériau ressort qui est du chanvre, le biofibre trio qui est un assemblage de deux ou trois biosourcés, ou de la ouate de cellulose, ou le métis, donc c'est le textile recyclé, ou de la laine de verre. Et on s'aperçoit que les courbes de performance sont rigoureusement superposées. C'est le cas aussi pour la cloison avec deux BA13 de chaque côté, et c'est le cas également pour le doublage de mur. Excusez-moi. Et c'est le cas aussi pour le doublage de mur, où là j'ai encadré le doublage en flex, en F038, qui est une fibre de bois. Mais on voit que cette fibre de bois présente les mêmes performances que la laine de verre ou d'autres biosourcés. Donc on sait aujourd'hui que les matériaux, les isolants biosourcés présentent les mêmes performances, les mêmes caractéristiques d'affaiblissement, d'atténuation que les matériaux conventionnels, laine de roche, laine de verre. Malgré tout, pour les biosourcés, il reste un certain nombre d'idées reçues, plus ou moins vraies, plus ou moins fausses, qu'on va essayer de voir un peu rapidement ici. Et notamment le comportement au feu. On entend souvent dire que les écomatériaux sont peut-être des bons matériaux, mais de toute façon, on ne peut pas les utiliser parce que leur comportement au feu ne permet pas de les mettre en place. Alors, il faut remarquer déjà que ces isolants biosourcés ne sont pas, ces matériaux ressorts sont toujours encloisonnés. Et ils sont encloisonnés entre des matériaux de masse qui eux-mêmes peuvent être non-feu. Donc, le comportement au feu du matériau ressort n'est que, on va dire, c'est pas une idée qui est totalement valide. Et puis,
on remarque aussi, on peut observer aussi que ce comportement au feu, il n'est pas aussi négatif qu'on l'imaginait. Le CSTB même a réalisé une expérimentation. Et selon ces expérimentations, ça date de décembre 2012. C'est une étude du comportement au feu de parois et planchers en construction bois qui a consisté à construire des planchers et des parois avec un isolant chaque fois différent, la laine de verre, la laine de roche, la ouate de cellulose, la laine de bois, la laine de chanvre. Et dans les résultats expérimentaux de cette étude, on lit que, quel que soit le parement côté feu, c'est-à-dire Fermacell, BA13 ou autre, les parois équipées d'un isolant du type laine de verre ont les durées de résistance au feu les plus courtes. Et oui, les isolants biosourcés, cellulose, bois, chanvre, résistent beaucoup plus longtemps à la propagation, à la transmission du feu que les matériaux conventionnels, la laine de verre. Un autre matériau que vous connaissez, qui est très présent dans la construction écologique maintenant, c'est la paille. Alors parmi ces idées fausses qui circulent, la paille, c'est la maison des trois petits cochons, ça prend feu tout de suite, ça brûle tout de suite et ça se détruit tout de suite. Eh bien non, des expérimentations et plusieurs expérimentations ont été faites depuis déjà le début des années 2000 qui montrent qu'un mur paille a un excellent comportement au feu. Pourquoi? Parce que c'est juste la surface qui se carbonise. Mais à l'intérieur d'une botte de paille, il n'y a pas d'oxygène. Donc le feu ne se propage pas. Ça, on le sait aujourd'hui. Et toutes ces données sont intégrées dans le bouquin, les règles professionnelles de la construction paille, où on voit vraiment que la paille présente de très gros atouts en acoustique et sur le plan au niveau du comportement au feu également. Pour le comportement au feu, outre la paille, on peut remarquer simplement un matériau qu'on va placer dans les pires conditions possibles. C'est de la fibre de bois et c'est en vrac. Alors, en vrac, on pourrait dire il y a tellement d'oxygène entre les fibres que, a priori, ça prend feu immédiatement. C'est très mal classé. Et bien, la fibre de bois en vrac, elle est classée BS2D0 dans la réglementation incendie. C'est pas mauvais du tout. Donc, par rapport au feu, tous ces reproches qu'on faisait, qu'on fait encore aux biosourcés, n'ont plus lieu d'être, ou alors il faut vraiment les pondérer par la réalité. Ça n'est plus vrai aujourd'hui. Parmi les autres idées reçues et des idées qu'on se fait plus ou moins vraies, plus ou moins fausses sur les biosourcés, sur les matériaux biosourcés, et j'entends encore assez régulièrement dire que les biosourcés présentent un gros défaut, c'est que les rongeurs les attaquent, les bouffent, et donc on ne peut pas les utiliser parce qu'ils sont vraiment trop sensibles aux rongeurs. Eh bien non, les rongeurs ne consomment pas les biosourcés. Pour une raison très simple, ça n'est pas nutritif. En revanche, ils vont nicher dans la laine de bois, dans le chanvre, dans le lin, dans la laine de mouton, mais comme ils nichent dans la fibre de verre ou le polystyrène. Mais il y a quand même, il faut reconnaître, certains matériaux biosourcés qui sont plus particulièrement sensibles à certaines attaques. Le liège, par exemple. Le liège est particulièrement sensible aux fourmis, avec un risque de destruction de mètres carrés entiers de liège par des fourmis. Comme on le voit sur l'image du centre, le liège est réduit en poussière, une espèce de poussière de liège, mais ce n'est pas seulement une petite partie, ça peut être des mètres carrés entiers. Les fourmis semblent apprécier particulièrement de jouer
avec le liège, avec des panneaux de liège qu'elles détruisent volontiers. Et puis, un autre produit qui est peut-être soumis à des risques, où le risque, c'est un risque d'infestation par des mites. Et le souci, c'est que même les matériaux manufacturés, comme des rouleaux qui sont a priori traités avec des produits antimites, peuvent être infestés par des parasites et notamment des mites, sans parler de la toison brute, évidemment. Ces cas particuliers, on peut remarquer que les produits à base de bois, eux, sont inertes et insensibles. Ils n'attaquent pas les rongeurs, ils ne sont pas sensibles aux fourmis, ils ne sont pas sensibles aux parasites, aux mites. Oui, aux termites, bien sûr, mais ce n'est pas propre au bois. Et puis, c'est des cas vraiment très particuliers. Sur les isolants, les produits à base de bois ne présentent aucune sensibilité particulière. Les termites attaquent les structures, la masse du bois, mais pas les isolants biosourcés, pas les matériaux ressorts. Et enfin, un dernier reproche qu'on a fait aux biosourcés, que j'entends encore et qui n'a plus lieu d'être, c'est l'absence de garantie et de certification. Il y a 10 ans, c'est vrai qu'il y a 10 ans, ces matériaux étaient peu connus, ne disposaient pas d'avis techniques, de certification. Ça n'est plus vrai aujourd'hui. Ça n'est plus vrai aujourd'hui essentiellement parce que la demande est croissante pour ce type de matériaux, donc les volumes de production augmentent, donc les entreprises qui produisent ces matériaux acquièrent une surface financière qui leur permet de financer les mesures, les tests, les études qui concourent à l'obtention d'avis techniques, de certifications ASERMI ou autres. Voici c'est une liste rapide de matériaux et des marques en regard qui sont sous avis technique, sous certification ASERMI. On voit qu'on a un grand nombre de produits qui aujourd'hui sont garantis, sont certifiés, disposent d'avis techniques. Ce n'est pas pour tous les matériaux des avis techniques, mais d'une manière générale, tous ces matériaux-là commencent à être caractérisés, sont caractérisés. Certains, tous les produits à base de bois, par exemple, sont caractérisés, sont sous avis technique. Mais depuis longtemps déjà, puisque c'est des productions qui ont 40 ans d'âge déjà, des productions d'isolants à base de bois. Et en plus, ce sont des entreprises qui ont les reins solides, des entreprises comme Steco, Omaterm, Isonat. Donc, depuis longtemps, les produits à base de bois sont sous avis technique, mais les textiles recyclés, le produit Métis, par exemple, lui aussi est sous avis technique. Il y a aussi un chanvre, je ne me souviens plus lequel, qui est sous avis technique. Donc, de plus en plus de produits sont certifiés et on ne peut plus dire aujourd'hui, on ne peut plus refuser un biosourcé sous prétexte qu'on n'a pas de certification. Ça n'est plus vrai aujourd'hui. Voilà. Avec ce point, on finit de ce petit panorama des biosourcés et de ce qu'on peut obtenir des biosourcés par rapport aux matériaux conventionnels. Et la parole vous appartient. Merci Jean-Louis pour cette seconde partie. Beaucoup d'infos, beaucoup de remarques et de nous avoir donné les clés pour démêler le vrai du faux et les idées reçues. Une première question sur les matériaux et la santé, donc question des COV dans les OSB. Très bonne question, ça. Il existe des OSB qui sont aujourd'hui parfaitement acceptés en éco-construction parce qu'ils sont exempts de COV, de formaldéhyde. Les cols, les liants qui ont été mis en œuvre sont totalement inertes. On trouve principalement ces produits sous deux marques.
La première est Chronospan, la seconde est Swiss Chrono. Ce sont les deux marques qui réalisent des gammes en OSB 3 ou en OSB 4, mais en OSB 3 qui est le plus simple, le plus courant. On trouve des gammes de matériaux de produits qui sont totalement inertes et qui ont un très très bon classement au COV. Donc, les OSB, on trouve de mauvais produits. Alors le problème, c'est que souvent, dans les mêmes marques, il y a des gammes qui sont vertueuses et d'autres qui le sont moins. Donc il faut aller chercher les fiches techniques fournies par les fabricants ou regarder les FDS, les fiches de données de sécurité, pour voir quels sont vraiment les composants de fabrication des plaques. Mais on trouve aujourd'hui des OSB qui sont totalement acceptés en éco-construction parce que inertes, absolument sans danger. J'en profite pour faire continuer cette question et pour dire qu'il en est de même pour les plaques de plâtre. Il y a 15 ans, les plaques de plâtre, pour nous, constructeurs dits écologiques, c'était le diable. Et le diable, ce n'était pas tellement le plâtre qui était en cause, c'était les cartonnages. Les cartonnages étaient un peu soumis à des traitements chimiques qui étaient peu vertueux, assez peu recommandables pour la santé, simplement. Mais les fabricants européens, les fabricants historiques de plaques de plâtre, Knauf, Lafarge, Placo, Signat, j'en oublie peut-être, ont pris conscience qu'il y avait une demande pour des produits plus vertueux. Donc, ils ont remplacé les produits de traitement, les adjuvants de fabrication, des cartonnages, les colles, les liants, remplacés, supprimés, réduits. Et aujourd'hui, la plaque de plâtre est acceptée en éco-construction, mais à condition qu'elle provienne d'un de ces fabricants historiques européens. Parce qu'on trouve sur le marché aujourd'hui des plaques de plâtre qui viennent des pays de l'Est, et celles-ci, je ne sais pas si elles sont recommandables, mais je préfère dire qu'elles ne le sont pas. Voilà pour ces produits. D'accord. On a quelques questions concernant les matériaux type granofibre. Qu'est-ce que tu en penses? Ou bien la paille de foin Gramiterm, est-ce que c'est une bonne solution? Il existe quelques expérimentations, quelques recherches en acoustique sur ces produits qui indiquent que ces produits ne sont pas très performants en acoustique. La paille compressée ne semble pas être un très bon produit sur le plan acoustique. Et sans rentrer trop dans le détail, elle ne se comporte pas comme une masse, bien que ce soit relativement lourd, et elle ne se comporte pas non plus comme un isolant ressort. C'est un peu un produit qui est entre les deux, mais les performances acoustiques ne sont pas excellentes. Donc c'est un produit, si on veut vraiment faire de l'acoustique, c'est un produit qu'il vaut mieux éviter quand même. Outre le fait, je crois, mais là je m'avance un peu, qu'il coûte assez cher, mais peut-être je me trompe, mais c'est un produit que je ne recommanderais pas dans un but d'isolation. Autre chose? On nous posait spécifiquement la question sur Granofibre, sol et mur pour la rénovation passive. C'est un peintre qui pose la question. Oui. J'aurais tendance à être, mais c'est intuitivement, à être assez favorable, mais sauf que ce produit est inconnu en acoustique. Il n'a pas été caractérisé, il n'a pas fait l'objet d'expérimentation, il n'a pas fait l'objet de recherche. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est purement intuitif. Intuitivement, je pourrais penser que c'est un bon produit, mais je n'ai rien pour étayer cette idée. Je n'ai pas de mesure, pas d'expérimentation. Donc je préfère rester prudent dès lors qu'on n'a pas de données certifiées. Pas seulement, l'idéal évidemment, c'est de disposer de mesures de laboratoire.
à défaut de disposer de mesures de laboratoire, au moins disposer de mesures faites sur des bâtiments existants. Mais même dans ce cas, je n'ai pas d'informations sur ce produit. Voilà, donc, on avait juste quelques compléments par rapport aux questions de formation qui avaient été évoquées en première partie. Donc, on nous dit que si c'est pour la formation continue, vous pouvez contacter votre FIBOIS local ainsi que le centre de ressources régional du réseau durable qui pourront vous orienter vers des organismes de formation locaux aptes à répondre à cette demande. À voir selon la région où vous êtes, ou alors regarder où des personnes comme Jean-Louis Beaunier ou d'autres experts interviennent pour participer à leur formation, par exemple portée par la SCOP Les Deux Rives ou d'autres organismes de formation nationaux et locaux, tels que le Pôle Énergie. Enfin, si ce n'est au niveau de la formation initiale, il faut effectivement poursuivre le travail en cours et permettre à plus d'intervenants de venir en cours ou en atelier pour parler de ce sujet. Et un petit clin d'œil, FBT isolation en paille de riz Camargue à ajouter aussi à la liste. Dans les matériaux en vrac qui ont été testés par le CSTB assez récemment, ça date de l'année dernière, il y a la balle de riz, comme il y a la cosse de tournesol, il y a d'autres produits. Et là aussi, on a des valeurs. Sur les produits en vrac, d'une manière générale, on sait maintenant, et ça, je peux l'affirmer, on peut l'affirmer, que les produits d'origine végétale en vrac sont aussi performants que les produits conventionnels. Par exemple, la laine de roche en flocons. Tous ces produits, la balle de riz, la balle d'épeautre, la cosse de tournesol, la cosse de sarrasin, donnent des résultats identiques aux matériaux d'origine minérale conventionnelle. Donc, et ça, c'est testé par le CSTB maintenant, donc c'est un bon atout. Les matériaux en vrac commencent juste depuis l'an dernier à être connus en acoustique, mais le seront de plus en plus et c'est heureux. C'est une très bonne chose. On a des questions sur les types de parements intérieurs à préconiser pour atténuer les bruits à l'intérieur du logement. Faut-il ajouter de la rugosité, par exemple? On aborde là le sujet, on revient au tout début de notre rencontre, puisque là, on parle de traitement intérieur des locaux, c'est-à-dire de correction acoustique. Alors, la réponse est oui, il faut ajouter de la rugosité, mais ça va dépendre du type de rugosité. D'une manière générale, il sera plus judicieux d'implanter des surfaces absorbantes. Ajouter de la rugosité va participer à diffracter le son dans l'environnement, mais ne va pas réduire le niveau sonore d'une manière importante. Ce qui va réduire le niveau sonore ou la propagation des sons, c'est plutôt l'absorption, c'est-à-dire le fait de poser des parois absorbantes. Alors, les parois absorbantes, ça peut être des rideaux, ça peut être un canapé, ça peut être dans l'ameublement, les surfaces absorbantes, une tapisserie contre le mur, ou ça peut être dans des matériaux, quand on est dans un ERP, dans un tertiaire. Et on voit souvent dans les immeubles de bureaux, dans les salles de réunion, ces plaques perforées qui sont soit du bois, soit du plâtre, des plaques de plâtre, qui sont perforées, des perforations régulières. Et derrière ces plaques perforées, il y a un matériau absorbant de 45 à 60 mm d'épaisseur selon les cas. Là, on travaille sur le traitement intérieur. Alors, placer de la rugosité, oui, pourquoi pas, mais ça ne va pas résoudre l'essentiel de la question. C'est par l'absorption qu'on va traiter le problème.
Voilà, on avait juste un petit complément d'information qui était demandé par rapport aux granofibres sol et mur. Donc la question en termes de mise en œuvre par un peintre, que mettre alors comme alternative? Est-ce que tu aurais des préconisations? Pas d'idées qui me viennent à l'esprit. C'est un produit que je ne connais pas suffisamment. Je le connais, mais je ne l'ai jamais vu mettre en œuvre. Je ne l'ai jamais préconisé. Donc, je reste fragile sur ce produit. Donc, non, je ne préfère pas donner d'informations. Et puis un petit complément aussi, toujours sur la question des formations. Les interprofessions du bois du réseau France Bois Région peuvent aussi proposer des formations sur l'acoustique dans les bâtiments bois. Voilà. S'il y avait des questions, moi je veux bien s'il y avait des questions qui étaient restées en suspens sur la première partie. Oui, ce qu'on est en train de voir là. On avait une remarque sur donc toujours sur sensibilisation formation qui pourrait être abordée sur les plateaux Praxibat à développer. Donc, plutôt une remarque. Et une question sur les produits de plancher mixte type bois-béton, dalle opportune, sont-ils une solution acoustique intéressante? La réponse est d'emblée oui. Les collaborants en bois-béton sont une excellente formule en acoustique. Oui, pourquoi? Parce que on met de la masse. Là, vraiment, on pose de la masse. Donc, c'est une formule. Après, et juste le problème du prix de revient. Un plancher collaborant, c'est relativement un bon. Mais acoustiquement parlant, oui, c'est une très bonne formule. Oui. Je pondère quand même ma réponse en disant que c'est une très bonne formule pour les bruits aériens. Pour les bruits d'impact, ça risque d'être plus léger si on ne rajoute pas un amortisseur des bruits d'impact. Si par exemple, sur le béton, on se contente de poser un carrelage, on risque quand même d'avoir une transmission des bruits d'impact à l'étage du dessous. Pour les bruits aériens, ce sera très bien. Pour les bruits d'impact, il faudra poser une sous-couche de ressort acoustique et remettre un plancher par-dessus. Voilà ce qu'on peut en dire. D'accord. Puis on avait une remarque un peu générale qui faisait état qu'il y a de multiples critères à prendre en compte entre la statique, l'acoustique et l'étanchéité à l'air qui sont parfois antinomiques. Ça, on l'a vu avec la thermique aussi. Oui, et c'est pourquoi nous avons écrit ce livre qui s'appelle L'isolation thermique, acoustique, solutions combinées. Nous l'avons écrit à deux parce qu'il est temps que les spécialistes commencent à travailler ensemble. Chacun travaille dans son coin, chacun travaille dans son domaine. Le bureau d'études de structure, le thermicien, l'acousticien, le spécialiste de la ventilation, d'étanchéité à l'air. Et chacun arrive et à la limite voit que le travail qui a été fait par le précédent va entrer en compétition, en contradiction avec ce qu'il imaginait lui-même. Donc il faut vraiment que dans la construction, dans le bâtiment, d'une manière générale, les spécialistes commencent à travailler entre eux et de plus en plus entre eux dès le stade de la conception. C'est pour ça qu'avec Franck Janin, thermicien, nous avons écrit cet ouvrage qui présente des solutions où on a voulu combiner à la fois isolation thermique et isolation acoustique pour enfin commencer à travailler ensemble. Ouais, d'où la très belle remarque qu'on nous fait. De plus, dans une dalle, il faut penser statique, vibration, isolant, réseau, etc. Pour gagner un match, il faut être une équipe. Voilà, c'est très bien de le dire comme ça.
Et tout à fait dans l'esprit, dans ce qu'on promeut avec la démarche des EQ et de façon générale dans les bulles. Donc, merci Jean-Louis aussi d'avoir conclu sur ce mot. Merci à vous. Et merci pour cette intervention éclairante et ta pédagogie qui a mêlé approche scientifique et technique, méthodologie et retour d'expérience. Ça nous a donné des premiers éléments pour démêler aussi le vrai du faux et démonter les idées reçues sur ce concevoir autrement que nous promouvons. Et on l'a rappelé, la construction bois, c'est un modèle qui prend de l'importance. Et donc l'acoustique en construction bois prend de l'importance aussi. Et on peut extrapoler ce sujet en mettant en lumière la question des projets d'habitat participatif, d'habitat collectif, où une isolation phonique de qualité, c'est une composante centrale du vivre ensemble confortable. Et donc, on reste en tous les cas toujours dans cette vision en approche globale avec l'utilisateur qui est au centre des préoccupations. Et voilà, on s'invite collectivement à continuer de profiter de ces temps de questionnement pour envisager l'acte de bâtir différemment. Et dans cette même veine, on vous donne rendez-vous pour poursuivre ce voyage pétillant avec la suite de notre programmation que nous inaugurons dès la semaine prochaine les après-midi avec de très belles personnes elles aussi. Donc jeudi 28 mai prochain avec Yves Perret qui nous fait l'immense joie de partager avec générosité son attachement à la beauté et aux gens et son engagement professionnel dans sa bulle qu'il a intitulée Avec et sans, balade poétique et illustrée, détour par le récit et le vivant pour passer à l'action en architecture. On vous donne rendez-vous également le 4 juin avec Didier Larue pour un tour d'horizon passionnant sur l'intégration paysagère des enjeux climatiques et de la gestion des eaux de pluie. Le 11 juin avec Laurent Boiteux, nous réenchanterons nos quotidiens professionnels avec le mot d'ordre lancé par Laurent, chacun avec soi et tous pour nous. Donc, merci à Laurent de nous suivre fidèlement depuis le début de ces bulles également. Puis sur le confort d'été, sujet qui sera plus que d'actualité avec Karine Laprès. Et cerise sur le gâteau, nous vous réservons une surprise pour la bulle d'avant-vacances. Les liens d'inscription sont à présent actifs pour toutes ces bulles. Et vous pouvez toujours consulter l'ensemble de la programmation sur le site Faire ensemble et autrement. Voilà. Pour aller plus loin sur ces questions d'acoustique, et comme on a déjà abordé durant ces deux parties de présentation, nous vous informons que nous organisons avec Jean-Louis des formations courtes en classe virtuelle dès la semaine prochaine et en présentiel, si tout va bien, dès la rentrée, sur les thématiques plus précisément de l'isolation phonique et écologique, conception et mise en œuvre. Une autre formation sur la correction acoustique et une formation proposée en exclusivité par la SCOP Les Deux Rives, isolation thermique acoustique combinée, en neuf et en rénovation, en construction bois ou maçonnée, donc qui est issue de la publication de l'ouvrage aux éditions Terre Vivante de Jean-Louis et Franck Janin, qui co-anime cette formation, ouvrage dont vous a parlé juste avant Jean-Louis Baumier. Et toujours, on retrouve donc cette thématique aussi dans le cursus de formation certifiante des DQE qui intègre une session sur le sujet de l'acoustique en éco-construction ainsi que la construction bois. Et comme d'habitude, le replay de cette bulle sera mis en ligne d'ici demain ou plus tard début de semaine prochaine. Tous les replays vidéo des webinaires sont visionnables sur le site faireensembleautrement.eu et sur la chaîne YouTube de la SCOP Les Deux Rives. Et depuis peu sur la chaîne SoundCloud aussi pour voilà, ceux qui souhaitent nous écouter en solo, dans la voiture. Voilà, c'est à présent possible. Et les liens sont activés au fur et à mesure sur notre site internet. Merci encore pour votre participation à toutes et à tous et à Jean-Louis pour cette intervention éclairante. Et on vous souhaite une belle courte semaine, un bon long week-end, le tout sous le soleil. Et on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine avec Yves Perret jeudi pour réenchanter nos imaginaires et nos modes de concevoir avec le vivant. Et merci pour vos jolis messages qui nous arrivent au fur et à mesure encore. Voilà. Merci à vous tous. Merci Céline, merci Hélène. Merci à vous tous qui avez été présents ce matin. Au plaisir de vous retrouver à l'occasion.